Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, votre rendez-vous européen des chaînes parlementaires. Cette semaine, nous allons parler immigration, Katia. Oui, Nora, nous irons notamment à la frontière gréco-turque où se pressent les migrants venus principalement d'Afghanistan et du Pakistan. En réponse, la Grèce a décidé de construire un mur. Mais d'abord, la polémique. À l'heure où l'Europe vieillit, faut-il fermer les frontières et refuser l'immigration? C'est la question que nous posons cette semaine. C'était ce dimanche, au creux de la nuit à Lampedusa. Ils sont des centaines à bord, dont des femmes et des enfants. Tous n'ont pas été sauvés. Ils fuient la guerre ou cherchent du travail. Mais en ce moment, en Europe, la ritournelle, c'est circuler, on ferme. À Vintimille, on piétine la solidarité, le droit des migrants et l'asile sur l'autel de la sécurité. Objectif, stopper l'invasion. Côté commission, on temporise, on rassure, on égratigne Schengen, d'accord, mais non, promis, juré, on ne veut pas faire de l'Europe une forteresse. Mais il ne vaudrait mieux pas, non? À l'heure où la vieille Europe voit sa population décatir, comment maintenir la sacro-sainte croissance? L'Allemagne est déjà dans un état d'urgence démographique et en 2030, la population européenne commencera à décliner. Alors sans l'immigration, que faire? Bâtiments, restauration, garde d'enfants, informatique. Combien de secteurs d'activité seraient en panne sans immigrés? Pour garantir la croissance et le paiement des prestations sociales, l'OCDE estime qu'il faudrait 13 millions d'immigrés par an d'ici à 2050. Alors, faut-il vraiment réformer Schengen? La réforme de Schengen, une question qui fait polémique aujourd'hui en Europe. Et pour en parler, nous recevons Harlem Désir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc député européen socialiste-démocrate et numéro 2 du Parti socialiste français. Alors, selon vous, est-ce que vraiment cette réforme est utile ? Bonjour. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'évidemment, on peut toujours perfectionner des outils comme Schengen. Mais d'abord, Schengen, c'est un grand acquis pour les Européens. C'est cet espace de liberté de circulation des personnes qui montre que l'Europe n'est pas justement qu'un marché, n'est pas qu'un espace de liberté de circulation des marchandises. Mais c'est vrai qu'il y a eu une crise en Italie avec l'arrivée à Lampedusa de réfugiés, les uns venant de Tunisie, d'autres venant de Libye, mais qui est liée non pas à un problème de gestion de l'immigration ordinaire en Europe, mais à des événements exceptionnels qui sont positifs d'ailleurs en soi, qui se sont produits en Tunisie, à une guerre civile, ça n'est pas positif. Dans laquelle des pays d'Europe d'ailleurs, dont la France exactement, sont engagés. Dont on ne peut pas dire qu'elle est un événement anodin, puisque nous-mêmes nous sommes engagés en Libye et qui provoque donc des fuites de population civile. Mais il faut dire que la jeune Tunisie libre est le pays qui aujourd'hui accueille le plus de réfugiés qui sont liés. 250 000 Libyens. Donc je crois que la réponse européenne, ça devrait être certainement évidemment de se porter à l'aide de l'Italie parce que c'est la proximité géographique qui fait qu'elle accueille ces Tunisiens ou ces Libyens qui débarquent, mais qu'en fait ils essayent de venir trouver refuge en Europe. Donc il y a eu un manque de réaction et de solidarité européenne et ça aurait été beaucoup plus digne que ce sommet des populistes démagogiques de Sarkozy et de Berlusconi qui se sont rejetés les migrants par-delà la frontière franco-tunisienne comme des paquets de linge sale. Selon vous, il y a un devoir de solidarité entre les pays européens sur cette question ou est-ce que c'est à la Grèce qui a également des frontières à l'extrême ou à l'Italie de gérer ses propres frontières ? Il y a un devoir de solidarité, d'autant qu'il est vrai que, comme il y a cet espace de libre circulation qui est Schengen, il y a le principe du contrôle des frontières extérieures communes et que donc, quand un migrant est accueilli en Italie ou en Grèce, ensuite il doit pouvoir circuler librement. Donc si on estime que ça va être difficile pour l'Italie ou pour la Grèce de faire face à cet afflux de migrants, il faut les aider. Il faut les aider à accueillir, d'abord sur le plan humanitaire, à traiter ces dossiers, à voir comment, s'il y a des réfugiés à accueillir en Europe, on les accueille collectivement, pas en disant que les Grecs se débrouillent ou que les Italiens se débrouillent. 20 000 réfugiés tunisiens à l'échelle des 500 millions d'habitants de l'Union européenne, c'est possible. C'est beaucoup moins d'ailleurs que les réfugiés qui sont arrivés, par exemple, après les guerres dans les Balkans, après la guerre du Kosovo, après la guerre entre la Croatie et la Serbie. Ça a été des centaines de milliers de personnes qu'il a fallu accueillir et on y est parvenu. En termes pratiques, comment est-ce qu'on gère ensuite ces migrants? On les accueille? Je sais que vous prenez la possibilité de leur offrir l'asile, de mettre en place des camps, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette population? Il faut que nous ayons une approche rationnelle de ces situations. Il faut arrêter de parler d'invasion. Il y a des situations d'instabilité.
on l'a évoqué, créée par la guerre en Libye, par la révolution en Tunisie. Il faut d'abord faire en sorte que la situation puisse se stabiliser dans ces pays. Ce que souhaitent la Tunisie et les Tunisiens, c'est demain que l'avenir soit plus viable. C'est-à-dire qu'il y ait un développement économique, parce qu'il y aura la fin de la dictature et de la corruption, davantage de possibilités pour l'épanouissement des habitants de ce pays. Donc aidons par exemple par une sorte de plan Marshall européen en direction de la Tunisie. Demain, je l'espère, en direction de la Libye quand la situation militaire sera terminée, qu'on sera sorti de la guerre. Une aide au redémarrage économique. Vous savez que par exemple, le tourisme en Tunisie qui fournissait à peu près 3 millions d'emplois, évidemment, est en crise très profonde. Aidons à ce que les touristes européens, y compris, puissent revenir. Mais ça suppose que d'ici là, la situation institutionnelle et économique soit stabilisée. Des réfugiés et des immigrés clandestins, qu'est-ce qu'on fait demain? Imaginons que demain, faisons un petit peu de politique fiction et de prévision, le candidat PS à l'élection présidentielle française soit élu. Qu'est-ce que vous faites pour cette question-là? Est-ce que vous reviendrez sur cette réforme de Schengen ou est-ce que vous procéderez à des régularisations massives? Comme on l'a vu dans le sujet, l'OCDE prévoit qu'il faudrait 13 millions d'immigrés par an pour maintenir notre niveau de développement. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est pour ça que je crois quand même qu'il faut distinguer. Bon, les Tunisiens à qui l'Italie a donné des titres de séjour, ils ne sont pas en situation irrégulière. Il y a une contestation de la part du gouvernement français du fait que l'Italie leur ait délivré des titres de séjour. Ce sont des titres de séjour provisoires qui sont censés leur permettre de résider sur le territoire italien ou européen le temps que la situation se stabilise en Tunisie. Et donc, encore une fois, la réponse, il faut l'apporter en termes de stabilisation, de redémarrage économique en Tunisie. Par exemple, nous avons proposé que pour un grand nombre d'entre eux, on mette en œuvre un accord franco-tunisien qui prévoyait qu'on forme 9000 jeunes Tunisiens tous les ans, dans un certain nombre de nos universités, en particulier à Dijon d'ailleurs, pour qu'ils profitent de leur séjour en France ou en Europe pour acquérir de meilleures qualifications. Ça les aidera quand ils retourneront dans leur pays. Je crois que la plupart veulent retourner dans leur pays. Il y a par ailleurs des règles pour l'immigration. Donc évidemment que quand la gauche, vous me demandez ce que ferait un gouvernement de gauche, quand la gauche reviendra aux responsabilités, ce que je souhaite, ce à quoi nous travaillons, il y aura des règles. Il faut à la fois que l'immigration se passe dans des cadres légaux, que les gens qui immigrent de façon légale, parce que votre reportage le montrait, on a besoin dans un certain nombre de secteurs, la construction, l'agriculture encore, l'hôtellerie, la restauration, d'une main-d'œuvre étrangère dans des domaines où on ne trouve pas à embaucher en France, même s'il faut aussi encourager les gens qui sont au chômage en France à se former et à travailler dans ces secteurs. Il faut que les gens soient en situation régulière, soient intégrés et qu'ils soient non pas exposés à l'immigration illégale. Mais il y a des gens aussi de reconduite à la frontière. Les gens qui ne sont pas en situation légale, évidemment, peuvent être reconduits à la frontière. Donc la gauche demande à la fois que parfois on procède à des régularisations. Je pense aussi à des cas que défend Réseau Éducation sans frontières, de familles dont les enfants sont scolarisés, dont les parents travaillent, dont ils ont payé les impôts, les cotisations sociales, parfois depuis 8, 9, 10 ans, mais qui ne sont pas régularisés parce que les employeurs n'ont pas fait les déclarations, parce que aussi parfois la législation n'a pas été adaptée. Il faut dans ce cas-là procéder à une régularisation parce qu'il y a une véritable insertion. D'ailleurs, on voit les familles, les parents d'élèves se mobiliser pour cette régularisation. Et dans d'autres cas, il y a des gens qui n'ont pas vocation à rester et qui seront reconduits à la frontière. Mais ça, c'est indépendant de la situation de crise où on a des réfugiés. Les réfugiés, on doit les accueillir et les aider et les traiter dignement en aidant à ce que la situation de leur pays d'origine leur permette de retourner dans leur pays au plus tôt. Harlem Désir, merci. Et on continue sur cette question. Cécile Cixous s'est emparée de cette question et a été voir un petit peu comment les télévisions européennes chez nos voisins ont traité la polémique sur l'immigration. Des images chocs, des drames de l'immigration vus sur toutes les télés européennes. Leur provenance, l'île de Lampedusa, où l'on en parle avec émotion. À la fin, quand on nous a dit c'est fini, nous nous sommes tombés dans les bras. Et quand nous avons appris aujourd'hui qu'ils étaient tous vivants, tous, les 300, ça a été un des moments les plus beaux de notre vie. On apprendra plus tard qu'ils étaient plus de 500 sur l'embarcation et on dénombre 3 morts. En France, triste bilan aussi, comme l'explique ce journaliste de la BBC qui est allé voir ce qui se passait sur le terrain. Si beaucoup de ces jeunes hommes rentrent en Tunisie, ce n'est pas seulement le gouvernement français qui sera soulagé, mais toute l'Europe, où l'on a peur que ces révolutions arabes déclenchent un afflux massif d'immigrés. En plus, ils arriveront démunis, sans rien. Sur la ZDF, on va plus loin et on s'interroge sur le poids économique de l'immigration légale.
Une grande partie de la deuxième génération a moins de 20 ans. Ils sont à la maternelle, à l'école, en formation et coûtent donc cher à la société. Dans 5 à 10 ans, beaucoup d'entre eux arriveront sur le marché du travail et paieront des impôts. Face à ce qu'ils considèrent être un afflux, les Belges comptent durcir leur politique en matière de regroupement familial et doivent faire face à quelques petits problèmes. En effet, un Belge marié à un étranger pourrait se retrouver défavorisé par rapport à un immigré s'il souhaite faire venir sa famille. Dans le texte proposé, les Belges ne sont pas traités à égalité avec les Européens. Donc un Bulgare ou un Roumain aura des conditions d'accès plus favorables qu'un Belge. Et ça, pour nous, c'est totalement inacceptable. Voilà, et nous avons été rejoints sur ce plateau par Kayan Karaca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste turc et spécialiste des questions européennes pour la télévision NTV. Vous voyez un petit peu toute cette polémique sur l'immigration légale, illégale en Europe. Quelle est votre lecture en fait de ces événements? Écoutez, moi-même, comme toutes les chaînes d'information en Turquie, nous suivons de très près ce qui se passe concernant l'immigration clandestine et légale en Europe, puisque la Turquie fait partie, en fait, non pas pour l'instant de l'Union européenne, mais de la famille européenne. Donc l'actualité européenne nous intéresse de très près. Vous êtes un partenaire privilégié. Absolument. Oui, si vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais si vous le souhaitez. Ce qui est... Bon, ça concerne la Turquie, puisqu'il y a beaucoup d'immigration aussi d'origine turque en Europe. Et puis bon, ça concerne un petit peu aussi la Turquie, même si on ne parle pas actuellement de la Turquie. La Turquie elle est frontalière avec certains pays de l'Union européenne, la Grèce et la Bulgarie. Donc vous êtes concerné par ce problème. Est-ce que ça vous choque ce traitement? Comment est-ce que vous considérez qu'on en fait beaucoup trop? Est-ce que c'est une problématique en fait sur laquelle les Européens ont tendance à se figer et à ne pas en sortir? Comment est-ce que vous la voyez? Personnellement, ça me choque. En tant qu'individu, puisque personne ne parle, par exemple, dans cette crise de réfugiés tunisiens ou des candidats à l'immigration tunisiens, qu'il y a eu plus de 200 000 Tunisiens qui travaillaient en Libye, qui ont dû rentrer chez eux en Tunisie. Et ici, en Europe, on fait une telle crise à cause de 20 000, enfin, c'est ce qu'on dit, 20 000 candidats à l'immigration tunisiens. Je veux dire, de ce point de vue-là, ça me choque. Mais il faut aussi voir ce qui se passe dans ces pays du nord du continent africain. Il y a un manque de solidarité, selon vous, entre l'Europe et ses voisins de Méditerranée? Absolument, oui, mais ça, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui date de plusieurs années. Et la plupart des spécialistes européens en matière de démographie et d'immigration proposent la création, étape par étape, d'une zone de libre circulation euro-méditerranéenne. Je pense que là réside la solution. Mais par exemple, on a un problème par exemple à la frontière gréco-turque sur la rivière Evros, dont on va parler un petit peu plus tard là, dans un reportage qui va être diffusé. Est-ce que vous pensez que la Turquie, est-ce que le gouvernement turc se sent soutenu par l'Europe sur ces questions, ou est-ce qu'il y a un abandon de la question des frontières extérieures? Ce sujet est un de sujets des dialogues entre l'Union européenne et la Turquie. Il s'agit de la signature d'un accord de réadmission entre la Turquie et l'Union européenne. Mais là, on revient à la même chose entre les pays de Méditerranée et la Turquie et l'Union européenne. Lorsque vous demandez des efforts à un pays, il faut aussi leur donner une contrepartie. Par exemple, la plupart des candidats à l'immigration qui traversent la Turquie, qui passent en Grèce et de la Grèce qui se dispersent dans l'Union européenne, viennent des pays de l'Est de la Turquie ou du Sud de la Turquie. Donc ce ne sont pas des Pakistan, Afghanistan ou d'autres pays, des Africains aussi, qui empruntent ce chemin turc. Parce que traverser la Méditerranée parfois, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, l'Union européenne demande des efforts à la Turquie, mais en contrepartie, qu'est-ce que l'Union européenne propose concrètement à la Turquie? Pas grand-chose. En tant que pays candidat à l'Union européenne, à l'adhésion à l'Union européenne, la Turquie ne reçoit pas grand-chose en contrepartie. Donc, on ne peut pas attendre de la coopération d'un pays
à qui on n'offre rien du tout. C'est la même chose pour la Tunisie, la Libye, demain ça va être la même chose pour l'Égypte, ça ne va pas arrêter. Bon, bah écoutez, on suivra en attendant cette affaire. Merci beaucoup. On continue justement sur ce dossier. Thomas Raguet s'est rendu à la frontière gréco-turque sur cette rivière Ebro, ce qui laisse passer chaque jour des dizaines de migrants qui viennent d'Afghanistan ou du Pakistan. On se retrouve après ce reportage avec Katia Gilder et son invité. Des images nocturnes de chasse à l'homme, diffusées sur le web. Nous sommes à la frontière gréco-turque, un des principaux points de passage de migrants en quête d'Europe. D'après les autorités grecques, 36 000 arrestations ont eu lieu ici en 2010. Une situation qui a conduit la Grèce à faire appel à la Frontex, la police européenne aux frontières. L'objectif principal est de renforcer la surveillance d'une bande de terre d'une douzaine de kilomètres où la rivière Evros ne fait plus office de frontière. Depuis la ville turque d'Edirne, 10 minutes de marche suffisent pour entrer en Grèce. Depuis novembre dernier, 300 policiers européens sous commandement grec patrouillent dans la zone. Je suis venu ici avec ma voiture de patrouille roumaine. Mon travail consiste à surveiller la frontière. Nous ne pouvons pas prendre de décision nous-mêmes. Nous sommes uniquement là pour aider la police grecque. À terme, les autorités grecques projettent d'installer une clôture barbelée, équipée de caméras pour empêcher les passages. En attendant, elles comptent sur la Frontex, dont la mission devrait durer au moins jusqu'à la fin 2011. Selon le chef de la police locale, son impact est évident. En octobre, nous avons eu environ 6 000 arrestations avant que l'opération ne débute. Mais en février, nous n'en avions plus que 500. Et cette baisse a continué jusqu'à maintenant, mais nous avons constaté une augmentation des passages par la rivière. Giorgio Salamakis le reconnaît, la présence de la Frontex a eu pour conséquence un déplacement des flux migratoires vers le sud. Un aveu d'impuissance en somme. La police grecque manque de moyens et se retrouve incapable de contrôler entièrement une frontière longue de 150 km de rivière, ni d'accueillir correctement un tel flux de population. Une fois arrêtés, les migrants sont dirigés vers des centres de rétention comme celui-ci, à la sortie du village de Phylakio. Impossible de filmer à l'intérieur. La police grecque invoque des raisons de sécurité. Il faut dire qu'au mois de décembre 2010, une émeute a eu lieu ici. Une révolte prévisible car, prévue à l'origine pour 100 personnes, le centre accueille aujourd'hui près de 400 hommes, femmes et enfants dans des conditions d'hygiène déplorables. Ce jour-là, quelques migrants sont relâchés, essentiellement des Afghans et des Somaliens. Ils ont tous en main un précieux sésame. Ce papier dit que nous pouvons rester ici 30 jours avant de quitter le territoire, pour l'Europe par exemple. Et quel est votre projet ? Je voulais d'abord quitter l'Afghanistan. Maintenant, j'aimerais aller en Europe. Il y avait trop de problèmes en Afghanistan. Je travaillais avec les Américains comme interprète, donc je devais quitter l'Afghanistan. Vous étiez en danger ? Oui, oui. Quand est-ce que vous avez traversé la frontière ? Avant-hier. Comment vous avez fait ? En fait, nous avons nagé. Nous étions poursuivis par la police turque, donc on a dû aller dans l'eau. 3 des nôtres sont morts noyés. C'était un moment vraiment horrible. Bonne chance. Merci. Eux ne sont restés que 2 jours captifs. En provenance de pays en guerre, ils ne sont pas expulsables et sont donc rapidement libérés. D'autres à l'intérieur sont moins chanceux, algériens, nigérians. Ils peuvent rester jusqu'à 6 mois enfermés. Une fois dehors, faut-il encore avoir de l'argent ? 60 € l'aller simple vers Athènes. Les billets sont vendus à la sortie et le chauffeur vient même faire l'embarquement sur place. Ceux qui n'ont pas d'argent sont dans l'impasse. Les gens à l'intérieur n'ont pas d'argent et personne pour leur en envoyer. Il arrive que les gens se fassent voler par d'autres prisonniers. Ils ont besoin d'argent et tous les moyens sont bons pour en trouver. L'ambiance est très agressive, c'est vraiment sale et il est très facile de tomber malade. Voilà, c'est tout, merci.
Des conditions sanitaires déplorables dénoncées par le Conseil de l'Europe au mois de mars dernier. Et encore, Fillakio est le plus présentable des centres. La plupart des lieux de détention sont d'anciens postes de police, reconvertis, aux fenêtres murées et aux toits grillagés comme celui-ci. Des lieux que la police grecque cache aux yeux des journalistes. À l'heure où la Grèce traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, l'amélioration des conditions d'accueil des migrants est loin d'être une priorité. L'Union européenne a donc décidé de mettre la main à la poche, 217 millions d'euros sur 3 ans. Cette aide n'est pas pour financer la construction du fameux mur. Il s'agit de l'amélioration des centres d'accueil, de l'amélioration des infrastructures, de l'aide aux réfugiés même, y compris pour une partie le financement de l'effort pour le rapatriement volontaire. Depuis quelques mois, les autorités grecques observent avec attention la situation en Italie. Un appel d'air à Lampedusa, c'est autant de migrants qui ne tenteront pas d'entrer en Europe par la Grèce. Un répit, mais jusqu'à quand? En attendant, les candidats au départ sont toujours aussi nombreux. Voilà donc pour ce reportage de Thomas Raguet sur les rives de l'Evros aux frontières orientales de l'Europe. Avec nous, Juan Fernando López Aguilar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ici au Parlement européen. Vous êtes espagnol et ancien ministre de la Justice. Je vous ai vu beaucoup réagir pendant ce reportage. Finalement, la Grèce a choisi de construire un mur, notamment en réponse à ce problème, cet afflux de migrants. Est-ce que ça vous choque? Un mur n'est pas certainement une solution, n'est pas certainement une politique, n'est pas certainement l'avenir. C'est seulement un instrument pour gérer les présents. Les présents, c'est bien plein de problèmes. On a bien des problèmes en Europe, mais il nous faut une Europe plus forte, il nous faut une Europe plus sécure et il nous faut une Europe en disposition de remplir toutes les dispositions du traité de Lisbonne. Ça veut dire une gestion de la frontière commune, une politique de l'intérieur commune et une politique de flux migratoires. Tandis qu'il n'a pas cette Europe jusqu'à maintenant, c'est compréhensible, c'est un instrument, mais il faut dire que ce n'est pas la solution de l'avenir. Alors vous dites ça d'autant que vous connaissez bien ce problème, puisque vous étiez ministre espagnol de la Justice à l'époque où il y a eu le drame de ces arrivées de migrants sur les îles espagnoles de Ceuta et Melilla. Vous l'avez donc directement vécu et là aussi, là-bas, un mur a été construit en réponse. Non, pas exactement un mur. Quand on a arrivé au gouvernement espagnol, les socialistes, nous les socialistes en 2004, il n'y avait pas la politique intérieure d'immigration, il n'y avait pas la politique commune de gestion de la frontière extérieure, il n'y avait pas non plus Frontex. Ça n'existait pas. Non. On a pressé pour la création de Frontex en 2004. On a mis en œuvre Frontex de 2006 et on a fait la différence. Je vous rappelle que quand on est arrivé au gouvernement en 2004, de 2000 à 2006, on a reçu aux îles Canaries, je suis des îles Canaries, on a reçu aux îles Canaries 30 000 Africains par an en cayucos. Donc vous étiez dépassé par la situation et il n'existait pas de moyen de faire face à cette arrivée. On a fait du tout, on a mis au travail, on a fait du tout, on a coopéré avec des pays voisins, on a mis en œuvre des programmes de prévention de la migration irrégulière, on a bien sûr investi beaucoup dans la gérance de l'intégration, du traitement humanitaire, tous ces gens-là. On a construit Frontex, on a reçu les problèmes, on a été capable de résoudre les problèmes. Et maintenant, la situation est bien sûr bien différente. Ces flux d'immigration irrégulière aux îles Canaries, c'est fermé. Ça, c'est un exemple. On a réussi. Il y a bien des choses à faire. Et vous pensez que la Grèce peut, elle aussi, réussir à régler seule ce problème, alors même qu'elle est en pleine crise et que finalement, on voit bien, les États membres ont du mal à faire jouer le principe de solidarité. Qui doit s'occuper de ce problème? Pas la Grèce tout seul, pas l'Italie tout seul, pas la France tout seul, pas Malta, pas l'Espagne tout seul, pas les îles Canaries, pas les régions. Il s'agit d'un question européenne, des natures européennes, et il faut la réponse européenne, il faut la construire, et on a des instruments maintenant, le traité de Lisbonne, et finalement là,
Et le traité de Lisbonne, c'est un mandat de construction d'une politique européenne d'immigration, d'une politique européenne de gestion des frontières communes, d'une politique européenne de voisinage avec les pays du nord de l'Afrique. On appuie les mouvements démocratiques du nord de l'Afrique, mais il faut les prévenir. Il était parfaitement possible de prévenir que ça devait arriver, les flux migratoires. Il faut répondre en clé européenne. Absolument, mais ça prendra sans doute du temps. Est-ce que, dans une première étape, le renforcement des moyens de Frontex, la police chargée de surveiller les frontières, ainsi qu'une autorisation provisoire, un rétablissement provisoire des contrôles aux frontières, est-ce que vous pensez que ça, dans le court terme, ça peut être une solution satisfaisante? En clé européenne, il faut construire la clé de la solidarité. Il faut construire la politique de la solidarité. C'est dans l'article 80 des traités de fonctionnement de l'Union européenne, mais il n'y a pas de contenu jusqu'à maintenant. Il faut lancer un message. Il n'est pas acceptable que la Grèce soit laissée tout seul, que l'Italie soit laissée tout seul. Il nous faut une politique européenne et ça concerne tous les États membres, même les États membres du Nord, parce que le Méditerranée, c'est une question européenne. Mais jusqu'à maintenant, il est compréhensible que les États sont forcés ou compellés à résoudre des instruments extraordinaires, disons par exemple les murs sur à l'urgence que ça représente. Des situations d'urgence. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'une solution d'avenir, d'une solution de futur. Merci Juan Fernando López Aguilar, on a bien compris votre message. Merci d'avoir été l'invité d'Europe Hebdo. On se retrouve dans 2 semaines à Bruxelles. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.